Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être nombreuses et nombreux. Alors nous allons commencer notre petite soirée sympathique en essayant de garder et d'avoir déjà, avant de le garder, l'esprit racontard. Donc tout à l'heure, on va vous emmener dans un super voyage. J'étais exactement à votre place l'année dernière quand... Ah oui, c'est vrai, il faut parler... Ah oui, je pensais qu'on n'avait pas besoin, mais c'est vrai. Alors oui, je disais effectivement, on va vous emmener dans un super petit village de Kabylie, ou plusieurs mêmes villages, et dans un beau voyage. Et l'année dernière, j'étais là-bas au coin, et je ne connaissais pas Racontard. Et puis j'ai été ravi, entre nous, hein, il y a le micro, mais c'est pas grave. J'ai même versé une larme parce que de joie, de bonheur, c'est pas possible. Il se passe des choses comme ça en Kabylie, et moi j'y vais souvent, et je ne connaissais pas. Donc, mea culpa, je dis c'est pas possible. 15 années sans connaître Racontard, et donc j'ai pris la parole pour dire à notre ami Hassan, écoute, demain il faut absolument qu'on déjeune ensemble. Et on avait déjeuné ensemble. Et je lui dis, voilà, moi je veux bien aider Racontard, dis-moi comment. Et voilà, on a commencé notre petite aventure ensemble. Et mois de juillet, je suis allé à Racontard. Là, j'ai vu effectivement la révolution du sourire avant le 22 février. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et donc, quand j'ai vu, à partir du 22 février, quand j'ai vu... ce qui se passait au niveau de tout le pays, je vous assure que je n'ai pas cessé de faire le parallèle entre Racontard et ce qui se passe au niveau national actuellement. D'ailleurs, j'ai fait un petit texte introductif de la soirée pour faire effectivement le parallèle. J'ai dit que, en gros, nous avons rendu hommage, nous avons tous dans nos déclarations, les uns et les autres, en Algérie, que ce qui se passe en Algérie, la révolution du sourire, et la capitalisation de tous les événements, de toutes les luttes, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dit, tiens, il manque quelque chose. Et j'ai dit, mais voilà, il manque effectivement l'hommage à Racontard. Parce que, je vous dis, c'est ce qui s'est passé cet été, ce que j'ai vécu cet été, c'est juste extraordinaire. Et donc, j'en reviendrai tout à l'heure, mais là, je vais laisser la parole à mon ami Areski qui va nous dire 2-3 mots. Tu as dit tout ce que j'avais à dire. Mais tu vas le dire mieux que moi, avec des mots différents. C'est pas plus mal. Alors, moi, je voulais juste dire 2 mots, ou 3, 4, 5. En fait, ça va être 6 mots. Hein. 6 mots, 6 c'est le nombre Dieu du photographe qui expose là-haut. Parce qu'il y a 3 photographes, Monique Perret, Mahidine Farhat et Samir, Ouidir qui n'est pas là. Malheureusement, et pourtant, ces photos de Tiferdout que vous pouvez voir, regardez-les, on croit que c'est vraiment un seul photographe qui les a faites. Hein. Donc voilà, c'est un photographe à 6 yeux. Alors, concernant cette soirée, le fautif, c'est lui, Mahidine Farhat, Wanted. L'année dernière, comme il vient de le dire, on avait organisé une soirée. Ici, en présence de Hassan et Denis Martinez, 2 racontaristes historiques. Il était venu en curieux, il était là-bas, au fond, et puis quelques mois après, le voilà fautif. Voilà. Fautif de cette soirée. Alors, il s'est passé, comme il vient de dire, qu'il est allé à Racontard, et puis, comme ça arrive souvent, en revenant au milieu de Racontard, il a chopé le virus. Donc voilà, là, il est en train de le transmettre. Alors, c'est sur le site de Racontard même qu'il a proféré à Tiferdout, il a proféré une promesse. Il dit, on va organiser encore une soirée de solidarité avec Racontard à Paris. Mais les mois passent, il ne se passe rien. Et c'est Monique Perret qui, vigilante, rappelle. Et alors, cette soirée? Donc la machine s'est mise en branle comme ça.
Derrière chaque homme, il y a une grande dame. Et puis voilà, donc on expose les photos, on fait venir Hassan, on fait venir aussi Jorus, on dit à Ben de venir aussi. Mais Samir, lui, il n'a pas pu venir, il est à Alger, on pense à lui. Alors, le but de cette soirée est encore une fois, enfin, il va le dire mieux que moi, Mahidine, et d'aider encore Racontar, parce qu'on a besoin d'aide. Et je vous signale qu'on prend même les pièces jaunes. Hein. N'hésitez pas. Alors, un petit mot sur Racontar, il sera dit ce soir par les intervenants. Je veux juste dire que Racontar n'en finit pas de croître, et plus il s'épanouit, plus il a des ennemis. C'est dialectique, comme vous le voyez. Il y a les ennemis qu'on attend, le pouvoir, les islamistes, etc. Et puis les ennemis inattendus. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Un mot pour eux, il y a des invectifs qui sont des compliments, voilà, c'est tout. Et il y a les amis, les nombreux amis, et ils sont autrement plus nombreux. Ce sont ceux qui ont compris que l'enjeu de Racontar, c'est la citoyenneté. Tout simplement. Ce n'est pas une manifestation comme une autre, il y a un enjeu capital, c'est la citoyenneté. J'allais presque dire que le mouvement du 22 février est une version géante de Racontar. C'est prétentieux. Enfin, bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'on prend les pièces jaunes. Merci. Désolé, cher ami Alstré, j'ai effectivement j'ai un petit peu empiété, mais bon, c'est pas grave, je crois qu'on pourrait même le dire une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est pas du tout gênant. Alors, moi, tout à l'heure, en fait, je vois beaucoup de têtes ici qui étaient à Tiferdout. J'ai presque envie de retourner la table, et puis nous, on est spectateurs, et vous êtes les animateurs tellement... je crois qu'on a autant de choses à se raconter. Donc, alors le titre est venu tout seul quand des copains me disaient mais raconte-nous, raconte-moi Racontar. Alors raconte-moi Racontar. Alors j'ai dit à Alstri, écoute, on va mettre raconte-moi Racontar. Et c'est comme ça effectivement qu'on a mis le titre raconte-moi Racontar. C'est pas racontable, alors ça se vit, et on va essayer de le vivre ensemble ce soir. Alors je vais déjà vous présenter nos amis. Alors il y a Hassan Metref, pour ceux qui le connaissent, c'est le fondateur, un des cofondateurs du festival. Jorus, Mabiala, et ben c'est maître de cérémonie de la nuit du Camp. La nuit du Camp, et puis même le jour, hein, parce qu'il n'y a pas que la nuit, le jour on voyait que toi en Kabylie. Et puis c'est Nadia Amour qui est aussi qui est chanteuse avec ses sœurs, et puis aussi Racontar. Depuis le début. Comment? Racontariste depuis le début. Donc elle nous dira aussi un mot. Et puis notre ami Ben aussi, poète à 16h. Et puis donc il y a aussi, alors j'ai eu aussi le bonheur de vivre Racontar avec en présence de Ben. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu le nombre de poètes en Kabylie qu'en présence de Ben, parce qu'il se faisait arrêter à chaque coin de rue et on lui disait oui, et à chaque fois, alors écoute, on ne lui disait pas évidemment de déclamer un poème, on lui disait est-ce qu'on peut te déclamer un poème. Donc j'ai entendu tous les poèmes, moi à ses côtés. Malheureusement j'ai pas enregistré, mais je pense que la prochaine fois ça vaut le coup de le faire. Voilà, donc alors avant peut-être de donner la parole à nos invités, d'abord vous dire que, de vous prendre à témoin que l'ACB a toujours ouvert ses portes à la culture, au militantisme, aux droits de l'homme, et je crois que le mois de novembre on va vivre quelque chose d'exceptionnel.
c'est-à-dire les 40 ans de l'ACB. Je crois que vraiment notez la date parce que c'est un événement extraordinaire au sein de la communauté, je dirais, algérienne, mais berbère en général, parce qu'il y a aussi des Marocains, il y a aussi des Libyens, il y a aussi tellement de brassages au sein de l'ACB. Je crois qu'on ne leur rendra pas assez hommage. Et il y a j'allais dire une petite fourmi, mais une grosse fourmi depuis 40 ans qui travaille ici, qui s'appelle Beben. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je vous demanderai de l'applaudir parce que franchement... Évidemment, à travers Beben, c'est toute l'équipe de l'ACB et beaucoup de bénévoles et des intellectuels et Yidir et Ben et Menglet et Ma'toub, etc. Arzqi aussi bien. Non mais Arzqi fait partie de l'équipe. Arzqi c'est le rédacteur en chef de la revue, bien sûr, et c'est lui d'ailleurs qui est en train de travailler sur les 40 ans. Les 40 ans de l'ACB. Voilà, mais tu as le droit de me relancer effectivement parce que c'est vrai que je peux faire des bêtises. Hein. Moi, j'étais parti sur Racontar, là, je suis en train de parler de l'ACB, mais je crois que c'est étroitement lié. Alors, que vous dire de cette soirée? Vous avez vu donc les photos. Tout à l'heure, on remontera aussi pour les regarder. Les photos, ça vit à travers nos regards. Les photos, effectivement, on est à 3 les avoir prises, hein, donc avec Monique et avec Samir, qui n'est pas là, il est à Alger. Que vous dire d'autre? Donc Racontar est un... J'ai toujours dit à des amis... c'est quand on est dans un parti politique, dans une association, on parle souvent de l'avenir, on dit voilà, on va construire un avenir ensemble, un avenir commun, etc. Mais c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à se projeter dans un parti politique, dans une association, etc. Mais ce qui est extraordinaire avec Racontar, c'est qu'on ne dit pas on va construire quelque chose ensemble. On est en plein dedans. C'est-à-dire que quand on a vécu ça, on se dit c'est ça l'Algérie de nos rêves. C'est exactement ce que nous souhaitons nous souhaitons, ce que nous souhaitons à nos enfants, ce que nous souhaitons à tout le peuple algérien. Et je crois vraiment que les amis de Racontar ont lancé quelque chose, je crois, qui dépasse, c'est un peu l'éternel, hein, c'est ce qui dépasse de très loin, je crois, l'ambition initiale de nos amis, et ils vont vous le dire mieux que moi. Merci beaucoup et applaudissements pour Racontar. Je commence par mon ami Hassan. Ou alors... On avait convenu qu'on va répondre à des questions, etc. Mais là, mais peut-être un petit mot chacun, puis après... D'accord. Ok. Merci mes amis d'être venus à cette soirée de solidarité. Parler de Racontar, comme l'a dit mon ami Hidine, de toute façon Racontar c'est un racontable, on est incapable de... Je vais reprendre un terme de mon amie Catherine Pinotto qui a écrit dans son blog, c'est un festival un peu foutraque, mais c'est Racontar, c'est la magie qui prend, etc. Mais c'est une manifestation où il se dégage une énergie extraordinaire. Il y a 2 ans, je discutais avec mon ami Jamal Alilet, qui a repris d'ailleurs ça dans un article Fleuve. L'esprit Racontar peut libérer l'Algérie, et rien que ça. Je l'ai appelé tout de suite en voyant, j'étais à Alger. Par hasard, je marchais, je vois Soir d'Algérie, tout au Watan. Première page, en rouge, l'esprit Racontar peut libérer l'Algérie. Puis je m'arrête et j'achète le journal, je vois 2 pages. Je prends tout de suite le téléphone et j'appelle Jamal Alilet. Je lui dis, attends, Jamal, qu'est-ce que tu es en train de faire là? En train de nous mettre la pression, on est déjà... libérer l'Algérie. Il faut qu'on se libère déjà. Non, j'ai dit, il m'a dit, je n'en pense pas. Moi, j'ai dit, oui, mais penser, c'est une chose. Et mettre... En plus, il a repris des choses dans une discussion... Pour moi, je ne croyais pas qu'il allait reprendre ça dans c'est-à-dire une discussion privée, etc. Il a repris, mais enfin...
on analyse la situation. Et il y a 2 ans, je parlais justement de cette énergie de la jeunesse algérienne où je disais, il y a une lame de fond qui est en train de traverser ce pays et que les responsables ne sont même pas capables d'entrevoir ou de remarquer, etc. Et j'ai utilisé une expression, j'ai dit c'est du TNT, c'est explosif et un jour ça va effectivement 2 années après et ça a été repris dans un autre article. Voilà. Parce que depuis 15 ans on voyait venir cette révolution à Racontar. Chaque année c'était une petite révolution. En fait nous on a créé qu'un espace de liberté qui a fait que toutes les énergies du pays qui ne se reconnaissaient pas dans ce système venaient pendant une semaine respirer cette terre de liberté qu'est Racontar. C'est une bulle. On vit pendant une semaine. Et plusieurs fois, les jeunes disent, mais mon Dieu, si l'Algérie était Racontar pendant chaque année comme ça, pendant toute l'année, on est en train de... En fait, c'est une quête de liberté. Il ne faut pas croire que c'est un festival sorcier. C'est juste un espace où les gens sont enfin eux-mêmes, sans réfléchir aux interdits du FLN, de la PASMA. Ils sont eux-mêmes. Voilà, donc Racontar, c'est tout simplement cet espace de liberté. Et c'est aussi un espace, c'est-à-dire si on l'analyse à tête reposée, c'est un festival, c'est la soirée des prétentions aujourd'hui. Donc je vais être un peu... Une fois, la femme de Daho Jarban m'avait dit, mais c'est quoi Racontar? Tout le monde parle de ce festival, mais c'est quoi? J'ai dit comme ça, de façon naturelle, mais c'est un projet de société. Ah, rien que ça. Puis j'ai dit, non, mais c'est trop long à raconter, je vais vous expliquer. Mais en fait, effectivement, Racontar, c'est un projet. C'est-à-dire, quand on analyse Racontar, il y a les éléments d'un projet de société qui se déclinent de façon artistique, de façon intellectuellement aussi. À Racontar, c'est une ouverture sur le monde. Et l'Algérie rêve de ça depuis 62. On a fermé ce pays, c'est un pays verrouillé. Et Racontar, à son modeste niveau, a déverrouillé pendant une semaine l'Algérie voilà, aux yeux du monde. Parce qu'il y a des artistes qui viennent de partout, etc. Voilà, donc un élément de ce projet. Racontar, c'est la laïcité aussi. C'est la laïcité, mais on ne crie pas sur les toits, parce que nous, on n'est pas dans l'idéologie, nous, on est dans la pratique, et c'est plus efficace. On vient à Racontar, on est de n'importe quelle confession, on est accueilli de la même façon, parce qu'on n'est pas dans l'idéologie ni dans la religiosité, et on installe chaque année notre quartier général dans une mosquée. Sans le crier sur les toits aussi, hein, mais on le fait, parce qu'on sait, pour dire qu'il y a eu à un moment donné dans notre pays un islam de tolérance, c'est-à-dire l'islam de nos ancêtres. Et chaque année, à Racontar, il y a aussi les chants liturgiques. Voilà, la spiritualité versus idéologie religieuse, wahhabite, etc. Donc on oppose à cet islam-là une version de religieuse plus soft. Donc c'est plein de choses comme ça à Racontar qui, si vous donnez la peine d'observer et d'écouter, etc., vous dites voilà, l'Algérie dont rêvent nos jeunes. Contrairement à ce que le pouvoir a toujours voulu faire croire, l'Algérie est un pays ouvert de par son peuple. Hein. Il est verrouillé par les politiques, etc. Mais c'est un peuple très ouvert, un peuple très cultivé, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. Et à Racontar, on l'a vécu depuis 15 ans. On vivait ça, cette liberté, cette ouverture, cette envie de croquer dans le futur. C'est pas un peuple conservateur, parce qu'il est quand même au confluent de plusieurs civilisations, mais il est surtout fait face à l'Occident. Un peuple qui voit toutes ces choses en face de lui, je ne pense pas que ce soit un peuple qui peut se fermer comme ça facilement, malgré toutes les dérives, enfin les orientations. Il y a plein de mosquées, je ne suis pas contre les mosquées, mais on voit qu'il y a une volonté il y a plein de mosquées qui poussent dans le pays, alors qu'on construit peu de centres culturels, on construit peu de maisons de jeunes, ou du moins si on construit une maison de jeunes ou un centre culturel, on construit des temples vides parce qu'il n'y a pas de moyens, etc. On a plein de maisons de jeunes. Sur le plan infrastructurel, je pense qu'il faut le reconnaître, l'Algérie a fait des efforts. Je parle de mon secteur. Hein. Par exemple, à Benieni, enfin en Kabylie, je voulais dire, tu vas à Benieni, tu vas à la Banitière, partout il y a des foyers de jeunes, des trucs. Mais après, c'est vide, il n'y a pas de moyens, etc. Voilà, mais pour le ministère, il a construit des trucs. Donc voilà, il y a aussi une volonté politique qui doit suivre tout ça, et cette volonté politique n'existe pas. Et heureusement qu'il y a des espaces alternatifs
comme raconteur, mais on n'est pas le seul. Je dois rendre hommage aujourd'hui à des initiatives qui sont aussi très belles. Les FCB, les JCB, les journées cinématographiques de Béjaïa. Tout à l'heure, avec on parlait aussi d'Imajaz à Constantine. Mais à chaque fois qu'une initiative comme ça, pertinente, Café littéraire de Béjaïa, l'initiative de Tariami Al-Natiraten aussi, depuis 3 ans, il est en train de dynamiser le centre culturel de la ville avec une semaine qui revient chaque année, etc. Donc il y a plein d'initiatives comme ça qui fleurissent un peu partout, mais que l'État fait semblant de ne pas voir et qui existent. Et c'est là qu'on voit la différence avec ce qui se fait, c'est que c'est des initiatives qui peuvent paraître modestes, mais qui attirent beaucoup de monde. Alors que l'État met parfois des milliards dans des festivals, ou ce que j'appelle les kermesses culturelles, et qui n'attirent personne. Et je vous donne un exemple, le festival, parce qu'il y a mon ami qui a beaucoup travaillé là-bas, c'est Ahmed Khoudi, le festival international de théâtre, national de professionnels âgés. À part les festivaliers, il n'y a personne qui va dans ces festivals. Donc ils doivent se poser à un moment donné la question, pourquoi ça marche avec les autres quand il y a des festivals indépendants, des initiatives indépendantes et pas avec l'État. Je ne suis pas en train de... J'ai toujours expliqué aux jeunes, parce que des fois on a des tendances un peu aux jeunes qu'un contre-pouvoir, ça ne peut pas dire être automatiquement contre le pouvoir. Contre le pouvoir, c'est un équilibre, c'est-à-dire à un moment donné, il faudrait que le pouvoir, il est en face de lui, quelqu'un ou quelque chose, ou une institution, ou enfin, comme vous voulez, qui lui dise quand il faut que ça, c'est pas bon pour nous. Et justement, le système algérien a toujours fonctionné sans contre-pouvoir, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette catastrophe. Sinon, il a créé ses propres contre-pouvoirs, c'est-à-dire des gens qui sont à sa solde et qui... Voilà, bon, je fais dans le discours politique, même si je n'ai pas voulu, parce qu'aujourd'hui, j'ai le cœur un peu triste, parce qu'au moment où on dit que le système a changé, c'est-à-dire avec le 22 février, nous, je vous apprends qu'on nous a bloqué l'agrément depuis 8 mois. Voilà. Donc, ils essaient de nous étouffer financièrement, mais après, ils se sont rendus compte que même sans subvention de l'État, on arrive quand même à survivre. Mais en réalité, le secret de la compta, c'est que la grosse partie du budget est prise en charge par les villageois eux-mêmes, c'est-à-dire ce dont on a besoin vraiment, puisque les artistes ils viennent de façon bénévole, etc. Donc tout ça c'est gratuit, ils payent leur billet, donc tout ça on a réussi à l'obtenir. Et l'autre partie qui est la plus importante, c'est l'hébergement et la restauration, elle est assurée par le village. Il reste quand même quelques dépenses, la sono, la scène, machin, des trucs qu'on arrivait à assurer il y a quelques années. Et ça va être un peu de plus en plus difficile si on ne règle pas cette histoire d'agrément, parce qu'on a reçu pendant 4 ou 5 ans une petite subvention d'ambassade de France qui est de l'ordre de 5 000 euros, je crois. 5 000 euros, ouais. Et cette année, ce ne sera plus possible parce que même l'ambassade de France, elle demande la gagne. Les ONG, toutes les ONG, quand on demande subvention, ils exigent parce que c'est le pouvoir algérien qui a exigé que il ne faut plus donner aux associations qui n'ont pas d'agrément. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des associations en Algérie qui font aussi de la résistance par rapport à la loi. Le cas de Raj, par exemple, il n'a pas d'agrément, il n'a pas voulu parce qu'il est contre la loi. Nous, on s'est conformé à la loi. Mais même comme ça, on n'a pas été épargnés. Donc du coup, on se dit ils avaient raison de ne pas faire la résistance et aussi ne pas reconnaître cette dernière loi liberticide qui est la loi 0612 qui régit le mouvement associatif, parce que c'est une loi qui est faite justement pour rectifier toutes les initiatives autonomes. Voilà, je ne vais pas dire plus, c'est vrai que je suis un peu triste par rapport à ça, mais en même temps optimiste parce qu'il y a le 22 février, mais il y a optimiste parce que dans 1 mois ça va encore chauffer. Voilà. Grâce à nos amis. Jorus, as-tu quelque chose à nous dire? Très synthétique, comme tu sais le faire. Ah ben voilà. Bien. J'adore tout ce qui vient d'arriver. Mais en fait, moi j'adore quand je vois mon directeur en pleurs
ça me rassure. Parce que quand un éléphant est en train de pleurer, ça rassure à toutes les petites bêtes qui sont par terre. Vous vous rappelez, non, le conte du roi de Coucou j'adore, tout le monde connaît notre culture. En fait, Grâce à toi. non, mais ce qui est magnifique, c'est se rendre compte que nous sommes en train de parler du plus grand pays d'Afrique. Et que quand beaucoup me posent cette question, là ça a été encore jusqu'au sommet de l'État en me disant qu'est-ce que j'étais parti faire là en mars. Ils m'ont vu avec les manifestations derrière, avec les flics de côté. Ils m'accompagnaient quand même à mon hôtel pour que je ne puisse pas participer dans tout ça. C'est sauvage de crier au chef. Bon. Et beaucoup m'ont posé la question, mais c'est quoi? Déjà, beaucoup posé la question pourquoi j'y allais. Et là, ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, mais parce que je remplace l'Union africaine. Parce que personne ne veut y aller, et c'est toujours extraordinaire, parce que beaucoup me posent la question, pourquoi j'y vais? En fait, la réponse est dans la question, parce que personne ne veut y aller. Parce que moi, ce que j'adore aussi quand on raconte souvent sur Racontard, c'est quand quand mon directeur parle, surtout quand Denis se met aussi, il ouvre un truc comme si c'était super bien organisé, quoi. Mais oui, mais quand tu entends ça, tu dis, mais en tournant dans toute comment vous appelez ça ici, dans le territoire, dans le côté, comment on appelle la France quand on vient d'outre-mer? Voilà. Quand je suis dans le métropole, on m'apprend l'organisation. Comment tu arrives, comment ça doit être. Et curieusement, quand j'entends le directeur parler de Racontard, ils sont dans le même protocole, quoi. Non, mais c'est faux. Racontard, c'est vraiment l'Afrique comme on le connaît. C'est facile à raconter, mais c'est difficile à convaincre. Parce que c'est tout ce qui se passe dans Racontard, si tu n'es pas africain, tu ne peux pas le comprendre, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le plus grand pays du continent. C'est le pays qui a plus de jeunesse, c'est le plus formé, puisqu'ils ont quand même foutu leur gamin à l'école par obligation. Donc, du coup, ils ont beaucoup de diplômés. Donc, c'est la jeunesse la plus diplômée dans tout le continent. Si le Rwanda ne débat pas la semaine qui suit. Et c'est dans le même pays où, chaque fois que je suis quelque part, quand je dis que raconte-moi Racontard, tout le monde veut que je raconte Racontard, mais souvent, et toi là-dedans? Je dis, mais écoutez, moi ça m'arrive, c'est le seul coin du monde, surtout d'Afrique, où il y a jusqu'à 1500 personnes assises pour écouter des histoires. Donc, fois même quand tu leur poses la question, en fait, tu as compris le conteur qui vient de passer? Il te dit non. Qu'est-ce que tu faisais là? Mais j'écoutais les contes. Et c'est le seul coin, je commence à en connaître un peu plus dans le continent et surtout aux métropoles, où le conte n'est plus un prétexte. Au début, c'était compliqué. Parce que je n'arrête pas de le dire, beaucoup me posent la question, mais en fait, pourquoi tu fais une nuit du conte et par contre, il y en a tout le monde qui parle de toi à l'arrivée et il parle de toi au départ. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis parce que le problème avec le conte, ce qui va se passer là, c'est qu'il y a deux effets. Ou on est convaincu en disant que le conte c'est pour les enfants et que comme tu as refusé d'être l'enfant de tes parents, tu ne l'écoutes pas. Ou bien, écouter un conteur risque de vous mettre devant la personne que vous détestez le plus sur Terre. Vous-même. Et j'ai eu du mal à avoir un conteur. En 15 ans, j'ai eu du mal à former des conteurs en Kabylie, puisque c'était un truc aberrant pour moi, parce que le plus grand conteur que j'ai connu moi en France, les conteurs qui me font la trouille quand je sais que je vais passer après, ils sont ou algériens ou kabyles.
Ou les deux. Et curieusement, quand j'arrive sur place, je disais tout à l'heure à Doyen que 15 ans, je n'ai pas pu avoir plus de 3 compteurs algériens qui viennent à cette tenue du compte et affronter le compte mondial. En sachant que c'est l'unique nuit du compte dans le continent qui fait du 100% compte de la première heure, parce qu'on a tenté, mon plus dernier exploit était qu'on commence à 20h et qu'on puisse finir à 6h du matin. Et figurez-vous, à 6h du matin, j'avais 50 personnes dans le public. Et là, j'ai dit, cette année, on a dit, on commence à 21h et on s'arrête à 4h, exprès. Et je me suis rendu compte qu'on a fini à 5h à la place du machin, parce que les gens ne voulaient pas partir, ils voulaient suivre les compteurs jusqu'à là où ils vont aller dormir. Et c'est l'unique dans le continent, puisque souvent, dans la plupart du temps, la parole dans notre continent est devenue de plus en plus dangereuse. Souvent, elle est étouffée. On les cache sous la musique, on les cache sous des pièces maîtrisées, parce qu'on a toujours peur de ce conteur qui prend la parole. Maintenant, quand on revient sur ce racontard-là, moi je laisse toujours la dimension algérienne aux Algériens. Et moi, sur la situation continentale, quand je descends dans mon pays, même mon président s'intéresse. Des fois, il demande à l'ambassade de l'Algérie, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Et sans compter les flics, tout le temps, tout le monde passe, on est nombreux de raconteurs qui passent devant le même flic. Et moi, c'est toujours celui qu'on arrête pour dire, vous faites quoi? Je raconte des histoires. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens qui racontent des histoires ici? Donc ça prouve à suffisant qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est continental. Et le combat national a son importance. Mais moi, quand je dis que les copains qui me disent, alors, c'est la première fois que j'ai publié sur ma page Facebook toutes les adresses pour s'inscrire. Et là, les gens s'inscrivent d'abord, après ils viennent poser la question, alors, qu'est-ce que tu me conseilles pour là-bas? Je dis, là-bas, c'est le front du Nord. Et ça fait longtemps qu'il y a un mouvement. Donc il nous reste d'aller prendre cette initiative qui est dans le Nord, parce que nous sommes en train de perdre l'Est. Ne vous en faites pas des illusions ici. Nous aussi, nous avons notre Est. On est en train de le perdre. L'Ouest, nous n'en parlons plus. L'Ouest est rouge. Et vous avez quand même la chance, vous êtes devant l'unique pays en Afrique centrale qui n'a pas encore beaucoup de mosquées. Toute l'Afrique, et aujourd'hui, ils passent directement à l'extrême. Ils n'ont même pas commencé à apprendre le Coran, ils sont déjà au je sais pas quoi. Et nous sommes les seuls à Brazzaville, donc Congo-Brazzaville. C'est vrai qu'à Brazzaville ou à Pointe-Noire, à une même place du marché, il y a 4 mosquées. Et des tendances différentes. Mais nous, on en a la chance, puisque chaque fois qu'il y a une mosquée qui se construit, il y a aussi un bar qui se construit. Donc, ce qui se passe en Algérie, pour nous, dans le sud, ou dans le sud-saharien, c'est une école. Ça veut dire que le possible. Parce que moi, j'adorais quand je sentais qu'il y avait des flics au pays qui me suivaient un peu pour savoir qu'est-ce que je vais apprendre là-bas. Je répondais toujours, oh, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un pays, le plus grand pays du monde, c'est le seul quand même qui a pensé à laisser des places d'handicapés, même à la présidence. Nous, on n'est même pas capable de faire des... C'est rassurant pour l'Afrique, c'est possible, quoi. Mais on sent bien que ça bouge. Mais le fait de le faire, et après il y a aussi d'autres actions. Moi je suis fier d'y aller. Ce que je dis à tous mes potes, moi je vais faire mon boulot, ce que je sais faire, avec quoi je peux. Et en plus, ils nous mettent toujours le festival en juin. En juillet. En juillet. Mais ça dépend du Ramadan. Et le problème, c'est que c'est au moment où il y a plus des dates et des spectacles en France.
juillet à Avignon. Bon, comment abandonner toutes les dates et d'aller dans un pays, jusqu'avant d'arriver là, je croyais que la Kabylie n'était que raciste. C'est pour ça que j'ai mis un livre que j'ai écrit, Un conteur noir en Kabylie. Bon, vous êtes obligé de l'acheter. Hein. Celui qui ne l'achète pas, il se sent lui-même déjà. Vous voyez ce que je veux dire. Après, ne vous en faites pas, il y a une nouveauté, non? La nouveauté, il m'a donné l'accord. Je vais écrire Les petites galères de Raconta. Parce qu'on vous dit que tout est bon, hein, mais on ne vous dit pas à quel moment votre invitation arrive. À quel moment on vous dit que vous n'avez pas le billet. Ça peut arriver. Donc, il est peut-être question, de ce que je disais, nous on y va, je donne du 100% de ce que je fais. Donc, qui est différent avec celui qui peut poser les jours et qui n'y va. Donc, l'engagement prend une autre dimension. Donc, c'est pour cela que dans notre pagaille de Raconta, les consignes de base, c'est on est dans l'obligation de faire l'excellence. On est tous contents là de voir des images d'un film de Raconta, or qu'on peut aussi arriver à des dimensions où l'image est claire. Parce que moi, souvent, je croyais que c'est moi qui sombrissais des images. Mais là, je suis clair, là. Oui, si, je suis toujours clair. Ah non, vous voyez même, c'est incroyable. Donc voilà, il se passe quelque chose dans le nord, en Algérie. Croyez-moi, ce qui se passe là ne se passe pas ailleurs. Ça a failli commencer au Burkina, mais on a vu comment ça s'est passé. Ça s'est passé au Darfour et on a vu. Mais ce qui se passe au niveau de l'Algérie dépasse notre compte, ça dépasse notre merveilleux. Je continuerai après, non? Merci Joris. Je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais promis qu'il allait être synthétique, mais là il l'a été vraiment. Hein. Là il s'est fait violence. Alors, on va laisser le meilleur, excusez-moi pour le meilleur, c'est pas parce que c'est une femme, mais aussi elle a des choses à dire. Donc on va donner la parole à Ben et ensuite je reviendrai à Nadia avant de donner la parole à la salle. Merci Ben, à toi la parole. Oui. Bon, Hassan avait un petit peu abordé le problème en fait, qui nous a réunis ici, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas financés. Ce festival n'a pas de subvention. Donc, c'est pour ça qu'on ne voudrait pas que cette expérience merveilleuse s'arrête si bon chemin. Parce qu'on a beau dire, il faut toujours de l'argent pour faire quoi que ce soit. Bon, voilà. Donc le nerf de la guerre, c'est ça. Et puis, il y a aussi des subventions, pas dans n'importe quelle condition. Si c'est des subventions comme ils ont l'habitude de les donner en Algérie, mais en les donnant, on exige en retour du plat-ventrisme. Bon, là, le racontable n'en veut pas. Alors, je ne me rappelle pas, je ne sais pas, parce que je fais le parallèle entre les deux expériences. Est-ce que vous êtes né avant Zourga, la réorganisation du village de Zourga, ou alors après? Nous, Zourga, c'est en quelle année? En fait, Zourga, c'était en 2008. Meilleur, le plus propre. Voilà, le village de Mai. Mais nous, c'était en 2008 à Eric Bourmès. Non, le festival, il est né en 2004. Et Zourga, ils ont eu le prix 4 années. Voilà. Bon, je fais quand même le parallèle entre ces deux expériences de villages qui se prennent en charge, où il y a l'esprit citoyenneté qui renaît
Et moi, quand j'ai été au village de Zouga, j'ai été émerveillé parce que on devait prendre rendez-vous avec les responsables du village, j'étais avec 2 amis, et il se trouve que on n'arrivait pas à joindre le responsable du village. Donc on est l'autre ami qui connaissait bien, qui a été déjà là-bas, c'est Himer. Oui, c'est le correspondant de la BBC à Alger. Et il connaît bien le village, il connaît les responsables. Il m'a dit, on y va quand même, c'est pas grave. On a été. Pour moi, la première surprise, c'est que je rentre dans un village, les rues sont cimentées. Il n'y a plus ces cailloux, ces saletés, c'est tout. Avec des poubelles à distance régulière. On arrive à la place du village. Au moment où on arrive, il y avait un jeune qui s'était levé, il avait pris le balai, et un autre derrière lui qui avait pris un catcher. Il le suivait. Et puis on trouve un groupe de gens. Bon, ils m'ont reconnu, tout de suite on a commencé à discuter. Et je leur ai posé la question, j'ai dit, mais ces jeunes-là, ils sont désignés par le village pour s'occuper du nettoyage et tout. Il m'a dit non, pour ça, non, chacun parmi nous, quand il voit que c'est sale, il prend un balai, il commence à nettoyer, tout seul. On n'a pas besoin de le lui dire. Pendant qu'on parlait, il y avait un groupe de 4 ou 5 jeunes qui étaient assis sur une marche un peu plus loin. L'un d'eux avait mangé, je ne sais pas, un bonbon ou un truc, il avait un papier dans la main. Je le vois se lever et il va jusqu'à la poubelle, il jette le papier. Et j'ai dit, c'est une merveille. Là, c'est le premier pas vers la citoyenneté et vers ce qui peut nous sortir de la situation où vit l'Algérie depuis 1962. Et justement, au départ, c'était ces villages qui avaient le prix chaque année. Il y a un village qui est élu village le plus propre de Kabylie. Alors, il faut savoir que, bon, s'il y a un seul village qui est élu, mais il y a plusieurs villages qui concourent, donc qui font ce travail de, comment dirais-je, de réhabilitation des bonnes traditions villageoises. Avant que parce que avant 54, le responsable du village, l'ami du village, il était choisi. C'était la population qui le désignait, qui le choisissait. Il disait, voilà, c'est toi qui es le plus apte à diriger le village parce qu'ils le connaissent, ils connaissent ses valeurs, etc. Arrive la guerre, ce n'est plus des gens choisis par les villageois, mais c'est le FLN qui choisissait le responsable du village. Et après l'indépendance, ça a continué comme ça. C'est le FLN qui dirige le village, c'est-à-dire contre tout le village finalement. Et le fait de revenir à cette organisation traditionnelle dans ce qu'elle avait de plus positif et de plus sain, j'ai trouvé ça merveilleux. Et donc après, il y a eu rencontre entre ces villages-là et le propre et le racontard qui maintenant se passe en général dans ces villages-là. Parce que c'est des villages où les gens ont pris comment dirais-je, l'importance de la citoyenneté, du fait qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes.
faut dire que les années Boumediene, de ce socialisme spécifique, j'insiste sur le spécifique, qui veut dire que ce n'est pas du socialisme, que ces années-là ont formé un peuple qui était toujours là à demander, à quémander. Un peuple, comment dire, assisté, un peuple d'assistés. Pour n'importe quoi. D'ailleurs, même quand les gens sortent pour manifester, il est rare qu'ils sortent manifester pour dire nous voulons nos droits. Ils demandent il faut nous faire ceci, il faut nous faire cela. Il faut toujours dans cette mentalité d'assister. Et bon, et cet esprit, moi je suis content maintenant qu'il se soit développé de village en village, accompagné par Racontar, et maintenant qui s'est étendu finalement à tout le territoire, j'espère. Maintenant, on ne sait pas où on va, parce que je me méfie quand même un peu, parce qu'il y a toujours les islamistes qui sont aux aguets, là, ils sont en train de voir comment s'introduire dans l'affaire. Mais j'espère que les Algériens se rappelleront quand même que des gens, que certains demandent à ce qu'ils reviennent, des gens qui demandent par exemple Taleb Ahmed, il faut qu'ils se rappellent ce qu'a fait Taleb Ahmed dans l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale aujourd'hui et ce qu'elle est, c'est-à-dire on envoie un enfant intelligent à l'école, ils te le rendent imbécile. Ça, c'est l'école de Taleb Ahmed. Ça, c'est pas Racontar, c'est Racontar. Oui, oui, donc tout ça, mais ça rentre dans cet esprit de prise de conscience citoyenne, et pour moi c'est ça le plus important, et qu'il faut encourager, encourager, encourager. Bravo Ben. Nadia, un mot. Merci. Une petite sensibilité quand même féminine dans ce monde. Pas que sensibilité, un cerveau qui réfléchit. Mais ça aussi, ça fait partie de la sensibilité. Alors, j'ai cherché en lui disant de venir maintenant, c'est ça? Alors, Racontar. Au fait, je dirais que quand on me disait Racontar, en fait, c'est ma sœur qui a assisté à la première édition à Beniamine. Elle a chanté parce que c'était un moment sur les chants traditionnels, comme on est très sensibilisé à ces chants traditionnels. C'était La fenêtre du vent, avec Denis Martinez, que j'embrasse même comme ça utopiquement parce que je l'adore. Donc, comme ma soeur m'a transmis ses impressions sur les palettes, je dirais artistiques qu'il y avait ce jour-là sur Touthilaouine Natiyanir, j'ai eu quand même l'envie de connaître ce festival. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Hassan Metref. Il y a presque 20 ans, on a vieilli Hassan. Donc je le rencontre et puis il me dit et en 2008, je vais à Eril Bouemès. Et à mes côtés, monsieur Ben Mohamed, je le dis avec beaucoup d'émotion, il y a eu une soirée de joute oratoire entre vous et Aïtman Guillet. Et ce jour-là, il y avait le poète qui déclamait ses poèmes et Aïtman Guillet qui les mettait en musique. C'était sur le terrain de basketball à Eril Bouemès. Et j'ai eu un moment, on dirait un rêve. Je vivais un rêve, mais dans la réalité. Et je me suis dit, mais c'est magnifique comment toutes ces expressions artistiques, grâce justement aux fondateurs de Racontar, ont fait rencontrer des personnes de différentes sensibilités artistiques
et qui sont là, qui donnent le meilleur d'eux. Donc j'avais 2 icônes quand même de mon enfance, Artoura d'ailleurs. Je me disais, mais c'est magnifique. Et donc quand je suis partie d'Algérie en 2008, j'ai tout fait pour garder le lien avec Racontard. Je proposais chaque année des artistes de Marseille, dont 8 artistes pour Ethouaven. Il y avait de la poésie, marionnettiste, du chant italien, de lutte avec Lorenzo et Leila. Donc c'est des amis que j'ai rencontrés en Italie, avec lesquels j'ai gardé contact. Et je me dis, à chaque fois que je rencontre un artiste, je regarde comme ça, je me dis, je le vois bien dans les montagnes de Kabylie. Hein. En fait, c'est devenu comme un... Comment on appelle ça? Un genre artistique. Genre, à chaque fois je rencontre un artiste, je me dis, moi je le vois bien en Kabylie. C'est une déformation artistique du métier. Et à Racontard, ce qui me touche aussi, c'est que les jeunes qui viennent de Chlef, de Médéa, de Gardaïa, de Laroua, de Béjaïa, de Constantine, de Sidi Blabès, de Tipaza et de Tunisie, comme de Mauritanie, tous ces gens-là, quand ils se rencontrent, au fait, ça crée comme des passerelles culturelles entre eux. Ils gardent le lien. Il y a eu même des mariages, je pense. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Joris, tu ne le savais pas ça. Hein. Tu as l'exclusivité. Moi, je le sais. Donc, tout ça, c'est très très beau parce que ça insuffle la vie, ça insuffle un avenir malgré toutes les difficultés à Racontard qu'on rencontre. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, je sais que mon hébergement n'est pas prêt, mais je suis avec mon sac à dos et j'attends. Et puis, je drague une femme du village. Je dis bien, je drague. Il y a pas où tu peux passer la nuit. Je dis oui. La salama, je n'ai que des filles. Ah oui, la précision. Donc, je suis là avec les familles. Et c'est vraiment... En fait, quand je dis Racontard, je dis partage, humanisme, fusion, art. C'est beaucoup. D'ailleurs, il y a un glossaire de Racontard que je vous invite à le découvrir, qui est vraiment très très beau. Et les femmes à Racontard, comme elles sont belles. D'ailleurs, il y en a 2 là-bas. Elles sont les pauvres Sadia et Catherine. Elles sont là. Elles sont en train de vendre d'ailleurs des œuvres d'art. C'est ça la pauvreté. Hein. C'est aussi une richesse. Donc elles sont en train de vendre des œuvres d'art de Nourdine Al-Hamouch, qui est aussi avec nous depuis le début. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, moi, Racontard m'a permis aussi, dans toutes les éditions auxquelles j'ai pris part, à collecter des chants traditionnels. Et je rencontre, je me dis, si je rencontre 3 femmes et je reste avec elles 3 heures, ça me fait 9 heures de travail, de collectage. Et il y a eu quand même des merveilles, dont une très belle rencontre, et je vais finir par ça. C'était la femme de l'imam de Agoussim, qui m'avait reçu généreusement, comme on est reçu. D'ailleurs, à Agoussim, Joris, c'était très beau parce que la nuit du conte, c'était à côté de la mosquée. Il y avait un noyer, un arbre, un noyer. Oui, il y avait un noyer et ce noyer-là, malheureusement, pendant la guerre d'Algérie, malheureusement, c'est comme ça, c'est la colonisation, on torturait les Mjouhed parce que c'était en face de 5 villages. C'était sur une colline comme ça. Et Joris, je me souviens que, bon, on m'avait sollicité à la dernière minute pour intervenir, je ne me souviens plus avec quel artiste dans cette nuit, mais tu m'avais dit, ben, c'est magnifique Nadia, parce qu'il y a quand même du sang qui a coulé, du sang de la mort, et aujourd'hui il y aura du sang de la vie. Ils vont vivre avec nous ce moment-là. C'est vous qui avez dit ça. Voilà, je t'ai enregistré. Un moment avec beaucoup d'émotion. Et il y avait aussi le Corse, là, le Luciani,
qui avait raconté une très très belle... Un Corse. Un Corse, parce que c'était pour les chants liturgiques, cette édition. C'était ça. Donc, tout à fait. Et je ne ferai pas d'annoncer l'exclusivité parce que j'ai réussi quand même à réaliser un rêve. C'est Hassan qui vous dira pour 2020. Je ne vais pas le dire. Je préfère laisser l'information à Hassan. Oui. Merci. Merci à vous.